question que vous posez tout à l'heure, j'y ai répondu en disant qu'aujourd'hui, l'accès à l'électricité, les taux diffèrent. Quand on est dans le milieu urbain, on est pratiquement à 98%. Dans le milieu rural, quand je parle de moyenne, je parle des moyennes où l'électrification a démarré. Là, on est à 60%. Effectivement, il y a des zones où il y a 0% et on le reconnaît. Et je disais tout à l'heure qu'en 2012, la situation, nous étions à 1640 villages et hameaux qui étaient électrifiés. Actuellement, nous sommes à 4523 localités. Et nous sommes en cours d'élaboration de 5000 et quelques collectivités. Sur un total de 20 000, il nous reste à peu près 10 000 à électrifier. Mais souvent, ce sont des hameaux, ce n'est pas de grandes surconstructions. Et ce qui a retardé également l'électrification, c'était le réseau interconnecté qui n'existait pas au sud et au sud-est du pays, contrairement au nord où on avait le réseau de l'INVES. Maintenant, avec le poste de financement que le président avait inauguré récemment, nous pensons que nous allons partir vraiment rapidement pour l'électrification de ces zones. Vous avez vu, il a signé le JETPI en France, où on reste à 40% d'ici 2030. Parce que notre stratégie est basée sur l'exploitation du gaz. Cette exploitation du gaz qui va nous permettre de faire la stratégie gaz to power, parce que nous allons prendre ce gaz pour en faire de l'électricité. Et pour en faire de l'électricité, cette gaz to power devrait nous permettre d'avoir de l'électricité de meilleure qualité, mais à moindre coût. Mais n'empêche que nous allons laisser le renouvelable à 40%. Donc ce JETPI également devrait permettre de prendre beaucoup de localités, parce que ce soit l'Allemagne, la France, le Canada et tous les pays qui veulent accompagner les États africains, essentiellement l'État sénégalais, devraient nous permettre également d'atteindre cet accès d'ici 2025. La recommandation, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous ne nous fassions pas divertir. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tout préparé, mais je pense qu'au moins à 80%, tous les dispositifs réglementaires, dispositifs financiers, dispositifs techniques sont sur place. Parce que quand même, on vient de démarrer, mais il y avait des pays qui avaient commencé leur exploitation. Nous sommes allés faire des benchmarks. Nous avons eu la chance d'avoir un ingénieur à la tête de ce département, qui fut ministre de l'énergie, qui fut Premier ministre, ensuite président de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons mis beaucoup de textes et nous avons reçu récemment l'ITIE par rapport à la transparence et la bonne gouvernance. Et nous pensons que par rapport à tout cet arsenal juridique, économique, financier et tout, et même par rapport au partage des revenus, que le Sénégal s'est bien préparé. Mais être bien préparé aussi, Dieu seul sait. Mais néanmoins, aujourd'hui, ce pétrole et ce gaz, nous devons l'exploiter dans la stabilité. Parce que si nous n'avons pas la stabilité, l'exploitation passerait entre les mains des autres pays. Et comme ça s'est passé ailleurs, au moment où nous serons là à nous chamailler, à nous battre, d'autres personnes vont exploiter le pétrole. Et ça, je pense que c'est tout un Sénégalais qui est interpellé. C'est vrai, les problèmes ne peuvent pas ne pas exister, mais mettons-nous au-dessus de tous ces problèmes ensemble. Disons qu'il y a de l'espoir pour notre pays. Ce pétrole qui arrive ne doit pas être une malédiction, mais ça doit créer le bonheur des Sénégalais, qu'enfin le Sénégal, avec l'industrialisation par rapport au PAP 3, l'industrialisation qui sera autour de l'exploitation du gaz et du pétrole, permette la création d'emplois, permette le bien-être aux Sénégalais, que le Sénégal soit dans les pays émergents. Et le premier baril, on a dit, j'ai toujours dit et je reste sur ça, c'est fin 2023, maximum 2024. Nous venons de clôturer la session ordinaire du Haut Conseil, la deuxième session, et nous avons reçu tour à tour le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, puis le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il s'en est suivi de l'audition du ministre des Mines et de la Géologie. Et aujourd'hui, on a bouclé la boucle avec le ministre du Pétrole et des Énergies. Ceci entre dans une série de consultations que nous avons élargies, d'ailleurs avec les sociétés qui exploitent les ressources naturelles, parce que tel était le thème de cette session, ressources naturelles et gouvernance des territoires.
Au-delà maintenant de ces auditions, le Haut Conseil a inauguré un concept nouveau, le Haut Conseil au cœur des territoires. Et cela nous a permis d'investir les territoires de production, notamment pour le phosphate à Matam. Des hauts conseils sont rendus à Matam et ont rencontré à la fois les collectivités territoriales, les populations, mais aussi la société qui exploite le phosphate à Matam. Il en est de même concernant le zircon à Diogo, dans la région de Thiès, et à Sabadola, Khosanto. Le Haut Conseil aussi a envoyé une délégation pour boucler la boucle avec une délégation qui est partie à Rufisque-Bargny pour effectivement rencontrer la Sococim et s'enquérir des problématiques des carrières de calcaire. Nous avons aussi dans ce cadre-là invité les organisations faîtières. Nous avons entendu les maires des collectivités impactées par l'activité d'exploitation extractive et il est ressorti aujourd'hui une masse critique d'informations qui nous permet de formuler 3 avis et 40 recommandations qui, sans déflorer la quintessence de ces recommandations, nous pouvons dire que le Haut Conseil a une vue claire maintenant sur la question parce qu'il s'est agi de travailler autour de la responsabilité sociétale des entreprises et en tant que levier pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Et ceci nous a permis effectivement de toucher le doigt des problèmes qui existent dans les collectivités territoriales, des problèmes de relations entre collectivités et entreprises exploitantes. Et finalement, les préconisations qui sont ressorties sont, je le dis en général, de demander à ce qu'une politique de gouvernance de la mer soit préconisée, soit développée, mais aussi que le Sénégal installe un comptoir et une raffinerie d'or pour pouvoir effectivement mieux gérer le potentiel qui se trouve à Sabadola et toute cette zone de Kédougou. Et pour terminer, effectivement, nous avons pu effectuer la relation entre la responsabilité sociale des entreprises et les autres instruments de contrôle territorial ou en tout cas de mitigation des impacts causés par ces sociétés qui exploitent nos minerais, à savoir les plans de gestion environnementale et sociale, mais aussi les plans de suivi et de surveillance environnementale. Tout ceci agrégé donnerait aux collectivités territoriales des moyens pour pouvoir assurer leur viabilité et construire leur attractivité.